Tout est politique, bonjour et bienvenue sur i24 News. Ensemble, nous allons décrypter l'actu de la semaine et c'est encore très chaud. Christian Mallard, bonjour. Bonjour. C'était la semaine de toutes les remises en question. D'abord, les États-Unis qui laissent échapper qu'il va falloir négocier avec Assad. Remise en question de la démocratie en Tunisie après cette attaque terroriste en plein cœur d'un musée. Et la remise en question d'un État palestinien depuis la réélection facile de Benjamin Netanyahou. Oui, l'heure est au revirement tous azimuts et on va en parler dans le détail. Revirement mondial. Mickaël Darmon, bonjour. Bonjour. Avec vous, il y en a deux qui s'attrapent par le col et qui ne se lâchent pas. C'est Manuel Valls et Nicolas Sarkozy à quelques jours du premier tour des départementales. Oui, si on disait souvent que ces deux-là se ressemblaient, on est certain en tout cas qu'ils ne s'aiment pas. Tout est politique. Les États-Unis qui veulent négocier avec Assad. C'est la semaine de toutes les remises en question. D'abord, les États-Unis qui laissent échapper qu'il va falloir négocier avec Bachar el-Assad. Une déclaration qui a surpris. On l'écoute et on décrypte. Parce que tout le monde est d'accord sur le fait que la solution n'est pas militaire, la solution ne peut être que politique. Mais pour convaincre le régime d'Assad de négocier, nous devons être clairs sur le fait que tous sont déterminés à obtenir ce résultat politique et à changer ses calculs de négociation. C'est actuellement en cours. Et je suis certain qu'avec les efforts de nos alliés et des autres, il y aura une pression plus forte sur Assad. Et vous seriez prêt à négocier avec lui ? Au final, il faudra négocier avec lui. Christian Mallard, pourquoi Kerry lâche-t-il cette bombe ? Écoutez, je vais vous dire, c'est indirectement un aveu d'échec de la politique que les Américains ont menée jusqu'à présent avec la Syrie. Pendant 4 ans, ils nous disent la condition sine qua non pour négocier le problème syrien, c'est le départ de Bachar el-Assad. 4 ans après, M. Kerry nous dit il faut négocier avec Bachar el-Assad. C'est de la réelle politique, c'est une forme de pragmatisme, parce que, si vous voulez, beaucoup de gens, y compris Poutine et même M. Netanyahou en privé, disent, finalement, est-ce que Bachar el-Assad ne vaut pas mieux encore que d'avoir derrière le pire, c'est-à-dire des islamistes, des salafistes, les frères musulmans, l'État islamique, qui est dans la région, déjà en Syrie et en Irak. Donc c'est une remise en question. Là-dessus, les Français ne sont pas d'accord. Monsieur Fabius a été très dur puisqu'il dit que parier sur Bachar el-Assad, c'est un leurre total et que c'est miser sur le chaos. C'est ce que disent Laurent Fabius et François Hollande. Oui, mais Laurent Fabius est devenu beaucoup plus maintenant ministre de la conférence climat que de la et d'économie, des affaires économiques, de la diplomatie française et du commerce extérieur. Vous dites c'est un revirement. Et si ce n'était pas un progrès ? Parce que si on se décale de quelques pas, au fond, c'est peut-être aussi l'annonce de l'accord avec l'Iran. Oui, tout à fait, c'est le prolongement. C'est-à-dire qu'on voit bien que comme l'accord avec l'Iran va se faire, qu'est-ce qu'il faut annoncer ? Il faut dire on négocie avec la Syrie maintenant, de manière à pouvoir terminer, d'ambiancer, d'attendrir la viande, comme on dit, et de faire en sorte que ça se fasse cet accord. Là-dessus, donc c'est pas un revirement. Non, mais c'est une progression dans la... Je ne sais pas un jugement de valeur. On est d'accord sur le fond. C'est une avancée dans l'accord que les Américains sont sur le point de signer avec les Iraniens. C'est par rapport à l'annonce initiale. Oui, et pendant 4 ans, on nous a tenu le même langage, Bachar el-Assad, out. Et aujourd'hui, c'est un revirement. Mais sur le fond, vous avez raison, c'est le prolongement de l'accord qui va être signé avec l'Iran. Ça s'inscrit dans la redistribution des cartes. Et dans une logique, parce que regardez, au dernier moment, Obama ne veut pas appuyer sur le bouton et ne veut pas déclencher l'offensive contre la Syrie, alors que François Hollande était déjà avec son battle dress, prêt à partir et tout. Je vous rappelle quand même une chose. Donc Obama, ça veut dire que tout ça s'inscrit dans une cohérence Je vous rappelle américaine. Une chose quand même. Obama, et je reviens à ce qu'avait écrit le Wall Street Journal et le New York Times, Obama avait négocié avec Khamenei, le guide suprême de la révolution iranienne, le maintien de Bachar el-Assad en août 2013, ce qui avait provoqué la fureur de M. Hollande à l'époque, qui voulait aller frapper Bachar el-Assad pour avoir eu recours aux armes chimiques. La question, c'est est-ce qu'on est dans un revirement ou au contraire dans la mise en touche logique dans une stratégie de fond. Voilà, et puis surtout stratégie de fond, revirement, nouvelle donne. Politique également. Alors, autre remise en question de la semaine, c'est la victoire de Benjamin Netanyahou. Et justement, alors par rapport à la politique américaine, il a quand même basé sa réélection sur ce discours au Congrès élaboré derrière Barack Obama. Est-ce que ça fait partie des explications de cette victoire ? Ça fait partie des 3 camouflets que représente cette victoire inattendue de Benjamin Netanyahou. C'est un camouflet tout d'abord
pour les instituts de sondage qui se sont trompés. C'est un camouflet pour une certaine presse qui a fait du Netanyahou bashing. Et puis c'est un camouflet pour Obama. Obama espérait secrètement, d'ailleurs, tout comme François Hollande et quelques autres représentants de chancelleries occidentales, qu'on allait pouvoir mieux traiter les problèmes de fond de la région, et en particulier le problème israélo-palestinien, avec Yitzhak Herzog et Tzipi Livni. Et là, il se retrouve à nouveau avec Benjamin Netanyahou. Et plus renforcé que jamais, parce que finalement, c'est l'aspect sécuritaire qui l'a emporté, qu'on le veuille ou non. Le fait, cela dit, ce qui me gêne, c'est que le fait qu'ils disent à la dernière minute, si je suis réélu, il n'y aura pas d'État palestinien. Ouais. Je pense que c'est une erreur. C'est une erreur. Aussi valable que la finance est notre ennemi et que nous allons combattre. Voilà. C'est de la propos de campagne. C'est de la propagande pour attirer l'électorat d'extrême droite. Qui n'aura aucune réalité. Il faut croire qu'il y a eu un sursaut mais en même temps, de la mobilisation. Voilà. Les spécialistes israéliens en parleront mieux. Droite, les ultra-radicaux de droite, il les a eus à la dernière minute en leur disant cela. Maintenant, je pense qu'il ne pourra pas échapper à une discussion de fond pour essayer de résoudre une bonne fois pour toutes le problème israélo-palestinien. On ne peut pas continuer à vivre comme ça, c'est évident. Maintenant... si, au contraire, ils peuvent continuer à vivre comme ça. C'est exactement ce qui va se passer. Mais je pense que quand même... statu quo, la frontière, c'est le mur, et la prospérité sans la paix, c'est possible. Mais la réponse d'une majorité... C'est le pari de Netanyahou. La réponse d'une majorité d'Israéliens, quand même, c'est quand même... Ils se sentent aujourd'hui en danger. L'environnement à Israël est quand même très hostile quand on voit tout ce qui se développe dans la région. Et c'est vrai qu'ils se sont dit que finalement, l'homme qui était le plus apte à assurer la sécurité d'Israël, c'était Netanyahou. C'est leur réponse, c'est leur réponse. Hein. Une petite minute avant de passer au sujet de Mickaël. La Tunisie aussi, cette semaine, remise en question de la démocratie tunisienne avec cet attentat sanglant. On est en train de vouloir tuer, ou d'attaquer, ou de déstabiliser plutôt, l'État qui a le mieux assuré sa transition démocratique. Et dans un musée. Et qui a été le premier. Et dans un musée, parce qu'on vise à la fois... La symbolique est forte. Et à côté du Parlement, qui était en train de voter une loi antiterroriste. Ouais. Toujours pareil, la démocratie, la culture, la liberté d'expression. Et puis le vrai danger... On voit bien que c'est pour galvaniser effectivement les troupes djihadistes. Exactement. Et le vrai danger, c'est l'extension, on en a parlé dans une de nos récentes émissions, l'extension à la fois de Al-Qaïda au Maghreb islamique, l'extension de l'État islamique dans toute la région, du Sahel, la Libye, et maintenant on est en train d'attaquer la Tunisie, où il n'y a pas encore d'assises, si vous voulez, de véritables assises de l'État islamique, mais le danger est là avec ce qui se passe en Libye et la porosité des frontières. Donc les remises en question, ce ne sera pas que cette semaine. Malheureusement, ça va beaucoup continuer. Allez, tout est politique, on passe à Manuel Valls et Nicolas Sarkozy. Cette semaine, il y en a deux qui ne se lâchent pas. D'abord, le président de l'UMP qui s'en est donné à cœur joie, à mi-chemin entre l'orateur politique et l'humoriste de boulevard. Regardez. Heureusement que le bouton nucléaire, c'est le bureau d'à côté. Manuel Valls, un moment d'attention pour lui, il a peur. Ça nous rassure. Vous êtes dans un bateau, il y a le capitaine qui dit « j'ai peur ». Ça fait envie de continuer. Et ils se rendent coup pour coup, toujours dans l'Essonne, à seulement 20 km de distance. On écoute Manuel Valls. Quand il est incapable de choisir entre l'extrême droite et les Républicains, entre le Front National et la gauche, il démontre que non seulement il n'a pas de nerfs, mais qu'il n'a ni colonne vertébrale, ni conviction. Alors, on n'est pas sur un ring, mais ça ressemble à un match politique. Oui, et puis si jamais certains venaient d'un long voyage, nous ne sommes pas non plus en pleine élection présidentielle. Il s'agit des élections départementales. Ouais, on parle donc de tout, sauf des départements, puisqu'il a été décidé de nationaliser la campagne à la fois donc, du côté de la gauche horizon et du 2017. côté de la droite. Horizon 2017, en tout cas, pour l'instant, horizon rétréci, puisqu'on n'arrive pas effectivement à pouvoir intéresser les Français aux enjeux de la démocratie locale, qui est quand même fondamentale. Et après, on s'étonne de l'abstention. Ce qui est intéressant, lorsqu'on écoute Nicolas Sarkozy, c'est que là, on a effectivement la conviction qu'il est maintenant
totalement perdu. C'est-à-dire qu'il est à la recherche complètement d'une ligne politique. C'est un chanteur sans parolier, un chat sans moustache. Il cherche la fréquence. Il n'a plus de fréquence. Et donc, sur quoi il se rabat? Eh bien, sur la capacité qu'il a à faire rire une salle. Quand on a été président de la République et qu'on est face aux enjeux aujourd'hui nationaux, locaux, internationaux, on est en droit et en tant qu'observateur et a fortiori en tant que citoyen, en tout cas en tant qu'observateur, on est en droit de le dire et de le montrer qu'effectivement il y a là une vacuité qui montre qu'il y a un problème pour pouvoir trouver de nouvelles idées. Vous ne trouvez pas que c'est pitoyable ce spectacle auquel il nous a donné? Je dis pitoyable parce que franchement, avec tous les défis, ça démontre bien qu'il y a un problème de ligne politique et qu'il n'a plus personne pour lui dire ce qu'il faut dire. Attendez, avec tous les défis sociaux, économiques à relever, les défis sécuritaires en France, tout ce qui est en train de se passer, est-ce que vous ne pensez pas que Valls, et enfin surtout Sarkozy, devraient se livrer à une autre façon de parler, de dire les choses, d'analyser les choses? Moi, je trouve ça pitoyable. Manuel Valls, je dirais, pour les renvoyer dos à dos, selon une émission de télévision célèbre. Je ne sais pas qui est plus, je dirais, tout le monde a gagné. En réalité, tout le monde a gagné la sévérité qu'on doit porter sur eux. Parce que Manuel Valls aussi, lui, il joue la suite de sa carrière politique dans cette élection, dans cette séquence électorale qui commence au mois de mars, qui va se terminer en décembre 2015 avec les élections régionales, avec un congrès entre les deux et une politique à défendre, et sachant que François Hollande fait tout pour qu'il reste à Matignon. Vous voyez l'équation? C'est qu'il va se prendre le tsunami électoral avec un dogme qui est on ne change pas de politique, avec un François Hollande veut user Valls. C'est plus que user. Ils sont sur deux logiciels antagonistes. Manuel Valls veut continuer à poursuivre ce qu'il appelle la clarification idéologique, c'est-à-dire la mutation de la gauche, de la vieille gauche qu'il appelle pour arriver donc vers une gauche moderne, tandis que François Hollande, lui, qui commence à construire sa plateforme pour 2017, a besoin de rassemblement. Avec l'économie qui redécolle. Et avec l'économie qui redécolle. Il dans l'ADN de la gauche. Il veut surtout faire venir maintenant des Verts au sein du gouvernement. Il veut donner un signal aux frondeurs. S'il y a un remaniement, il y aura un remaniement pour faire rentrer les frondeurs, pour faire rentrer des Verts éventuellement sur un débauchage individuel. Ils vous le disent en coulisses. Bien évidemment, c'est ça la martingale. Et c'est ça l'antagonisme en ce moment entre Manuel Valls et François Hollande sur l'après-départemental, et en tout cas l'après-raclée électorale, puisque c'est surtout ça qu'il faut. Donc on voit bien que Manuel Valls, il est tendu aussi parce qu'il joue aussi la suite de sa carrière. Ces deux interventions ont lieu dans l'Essonne, dans le département dont il est le patron, qui pourrait basculer à droite, qui serait un symbole important pour Manuel Valls. Donc la tension, de ce point de vue-là, est très très forte parce que ces deux hommes jouent au fond, la suite de leur carrière politique. Vous parlez des Verts, mais enfin, les gens que vous citez, Vincent Placé, M. Rubis ou Mme Pompili, sont des opportunistes. Ils ne roulent que pour le pouvoir. Mme Duflot sera exclue. Ils aiment le pouvoir, ils veulent être ministres. Vous savez, en France, quand on est parlementaire, on se dit qu'il faut absolument être ministre. C'est le système qui est fait comme ça. Ils veulent le pouvoir, mais ils veulent aussi apporter, parce que la politique, c'est aussi des intérêts et des calculs. Bien évidemment, tout est politique, on le dit ici toute l'année, et on le prouve toutes les semaines. Et on voit bien là, encore avec ce qui se prépare, eh bien qu'ils ont compris que François Hollande prépare la plateforme de rassemblement pour 2017 et que donc il faut faire du rassemblement avec également les Verts et les frondeurs. Tout est politique. On passe aux images de la semaine. Votre image de la semaine, Mickaël, ce sont les logos de l'UMP. 3 logos ont été déposés auprès de l'INPI, l'Union nationale de propriété industrielle. Et les Républicains pourraient être le nouveau nom de l'UMP ? Ça pourrait être effectivement tel qu'on le récupère comme indiscrétion et confidence. Le Républicain serait le nouveau nom qui remplacerait l'UMP. Ça vient confirmer ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au fond, Nicolas Sarkozy il cherche le renouvellement au fond des tiroirs. Pourquoi ? Parce que l'histoire secrète de ce nom-là, en 2004, lorsque Nicolas Sarkozy est en train de conquérir l'UMP post-Juppé, il demande à un groupe de communicants de lui faire une note stratégique. Nous sommes en 2004. En 2004, 9 pages sont écrites et qui indiquent que pour tirer les échecs de l'UMP, il faut changer de nom et s'appeler les Républicains. À ce moment-là, Nicolas Sarkozy avait décidé finalement de ne pas changer. Aujourd'hui, il a l'air de dire « Ah, on va utiliser ce nom qu'il a ressorti donc, du fond des cartons. » Comme quoi, leçon politique, il ne faut jamais rien jeter parce que ça peut toujours servir. Donc, il y a effectivement déjà cette première leçon. Deuxième perspective, si effectivement on va
vers le choix du nom les Républicains, ça va poser un problème. C'est-à-dire la captation du terme générique les Républicains va poser un problème. Pourquoi le MoDem n'est pas un parti républicain, l'UDI ne sont pas des Républicains, les socialistes ne sont pas des Républicains. Lorsque le président de la République parlera de l'esprit républicain, alors il faudra... C'est pas idiot, mais c'est surtout anti-vivre ensemble, anti-apaisement, et ça va effectivement continuer à mettre de la tension politique avec un choix, le choix d'un parti, d'un nouveau nom, à l'heure, une fois de plus, comme on disait, où il y a des enjeux internationaux et nationaux majeurs, on voit que l'énergie à l'UMP est consacrée à changer de nom. Mais c'est un petit détail, et les gens s'en moquent de ça. Les gens s'en moquent. Christian, on n'a pas le temps de faire votre image de la semaine. C'était Poutine. J'ai tout mangé. C'est pas grave. Vous allez nous en parler la semaine prochaine. Poutine. Alors, il y a l'éclipse de soleil. Il y a l'éclipse de soleil dans quelques jours, mais il y a eu l'éclipse Poutine. Il y a une petite éclipse, mais enfin, écoutez, on s'inquiète. On n'a pas vu Poutine, mais enfin, il est toujours là et en coulisses, il agit. Et il célèbre de plus en plus la victoire de la Crimée, aujourd'hui. En tout cas, pour regarder, je mets toujours des lunettes. On va s'éclipser. Allez, à la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Tout est politique. Mais attendez, juste après les infos, nous allons recevoir notre invité, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hervé de Charette.